Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je sais pas à quoi ressemble votre mois d'août, mais écoutez, je ne vous souhaite que de bonnes choses. Et de mon côté, je m'en vais vous occuper les yeux avec ce coloriage qui s'est pas super bien passé du reste, mais c'est pas grave. Et je vais causer de mon mois de juillet. Enfin, de mes visionnages de juillet, pas de ma vie, pas par peur d'être égocentrique, mais juste parce que j'ai absolument rien foutu en juillet, donc c'était un mois un peu mou. Et d'ailleurs, ça va pas mal se refléter dans ma section drama, avec tout ce que j'ai pas vraiment abandonné, mais juste pas terminé. Cela dit, comme d'hab, je vais plutôt commencer par les films, et ce mois-ci, il y en a eu plus que le mois dernier, ce qui est pas très dur, vu que le mois dernier, j'en avais regardé qu'un. Donc ce mois-ci, ça en fait 8 fois plus, parce que j'en ai regardé 8. Je suis un génie des mathématiques et de la table D1. Bon, cela dit, je vais pas développer sur tout. Enfin, de base, dans ces vidéos-là, je développe jamais beaucoup parce que c'est une récap rapide. Mais il y a 3 films sur lesquels je vais pas revenir, à savoir Psychokinesis, Whitesnake et Negative Happy Chainsaw Edge, parce qu'ils ont déjà eu ou auront leur propre vidéo. Mais ça nous laisse 5 films qui sont dans l'ordre alphabétique: Harpoon, Sharkbait, The Empty Man, The Manor et Yes or No. Il y en a deux qui ont un point commun, à savoir Harpoon et Sharkbait, dans le sens où dans les deux, des jeunes gens sont bloqués au milieu de l'océan et vont essayer de survivre. La différence étant que dans Sharkbait, le danger, en plus de la déshydratation et de la faim, c'est le requin qui tourne autour du jet ski, alors que dans Harpoon, où les personnages ont tout un bateau où s'étendre, le danger principal, en plus de la déshydratation et de la faim, sont les tensions qu'il y a entre eux et qui pourraient bien finir par transformer un des trois en repas pour les deux autres. Bon, et une autre différence importante, c'est que Harpoon est une comédie noire, mais une comédie. Notez, Sharkbait m'a fait sourire aussi à 2 ou 3 endroits, parce que les personnages sont cons, mais essentiellement c'est un thriller assez banal avec des gens coincés qui veulent s'en sortir. En général, c'est quelque chose qui me parle et le requin est pas mal foutu en plus, mais pour le coup, le film m'a laissé indifférente, je me moquais trop de ce qui arrivait au personnage, et j'ai pas rechigné à le finir parce que le film est assez court, comme la plupart des films de gros requins qui bouffent des gens coincés, mais si je devais en revoir un, ce serait clairement pas celui-là. Pas un film que je recommanderais donc. J'ai mieux aimé Harpoon en revanche, alors j'ai eu une mini déception, mais c'était ma faute. Je sais pas pourquoi, je m'étais auto-persuadée que c'était un film de créatures, que les personnages ne seraient pas juste coincés au milieu de l'océan, mais tomberaient aussi sur un ou des monstres qui rendraient leur survie encore plus compliquée. En fait, absolument pas. Et je sais pas d'où j'avais sorti ça, mais du coup j'ai attendu une partie du film et je comprenais pas pourquoi ça arrivait pas. Mais j'ai bien aimé, les personnages sont antipathiques, mais c'est l'idée, ça rend plus facile de les voir vivre les pires moments de leur vie aussi, et la comédie a fonctionné pour moi avec un bon usage de la narration. Même la bande-annonce, que j'ai regardée après pour voir si c'était là que j'avais pioché l'idée du film de créature, et non, c'était pas là. Mais même la bande-annonce me fait sourire, c'est assez gore par contre, donc je m'abstiendrai si vous avez du mal avec la violence et le sang, et c'est un film très cynique, mais pour ma part ça m'a prise par surprise et ça m'a parlé. Dans la catégorie prise par surprise, on a aussi The Empty Man, et cette fois je me suis pas arnaquée toute seule, je me suis fait avoir en partie par la bande-annonce, parce qu'elle donne vraiment le sentiment que le film va être un truc à la con, à la Bye Bye Man, Truth or Dare, ce genre de choses. Le genre de film que je trouve pas bon, mais qu'honnêtement je suis quand même d'humeur à regarder de temps en temps, et donc j'étais d'humeur, j'ai fait confiance à la bande-annonce, toute prête à aller regarder mon film d'horreur popcorn pas fin. À la place, The Empty Man dure quasiment 2h30, prend bien son temps, et a clairement bien plus d'ambition que les films que j'ai cités. Il a une ambiance à la Fincher et intellectuellement il engage bien plus son spectateur que je m'étais attendu. Et écoutez, c'était pas ce pourquoi j'avais signé, mais du coup c'était mieux, et il y a des jours où le décalage entre mon humeur et le film aurait pu le couler, mais en l'occurrence je suis rentrée dedans, et il y a une scène qui m'a pas mal foutu la frousse d'ailleurs. C'est un film ambigu et atmosphérique qui ne ressent pas le besoin de constamment tout expliciter pour son spectateur, et j'ai aimé. The Manor aussi m'a bien plu, d'une façon différente, parce qu'il est plus proche finalement de ce que je cherchais à la base avec The Empty Man, mais j'ai bien aimé, du moins en majeure partie, parce que j'ai été hyper déçue par la fin en fait. Je vais évidemment pas vous dire pourquoi, histoire de pas spoiler, mais ça m'a juste pas plu. Le film se déroule dans un établissement pour personnes âgées qui ne peuvent plus vivre seules, et l'héroïne est une vieille dame qui est toujours globalement très en forme, mais vient de faire un AVC et décide d'elle-même d'entrer dans l'établissement, alors que jusque-là elle vivait avec sa fille et son petit-fils dont elle est super proche. Le personnage central a été mon élément favori du film, je trouve que Barbara Hershey a beaucoup de charisme, et ça me faisait plaisir aussi que notre personnage principal soit une femme âgée et qu'elle soit jamais effrayante elle-même. Je sais pas bien comment l'expliquer, mais dans les films d'horreur sur la vieillesse que j'ai vus, souvent les personnes âgées sont présentées comme effrayantes parce qu'elles se comportent de façon erratique par exemple. Ici j'ai pas eu ce sentiment là, il y a des personnages au comportement erratique mais je trouve pas qu'ils soient présentés comme effrayants, juste comme en panique, et il y a des personnes âgées inquiétantes mais pas à cause de leur vieillesse.
La vieillesse et ce qu'elle implique de dégradation du corps inquiètent nos personnages mais ne sont pas utilisés pour dégoûter ou effrayer le spectateur, du moins j'ai pas eu ce sentiment, et j'ai trouvé ça rafraîchissant. La présence qui hante l'héroïne ne m'a pas beaucoup impressionné et les jumpscares sont tous tombés à l'eau pour moi parce qu'ils sont hyper attendus, mais par contre je trouve toujours ça crispant de voir un personnage essayer de convaincre son entourage de ce qui se passe mais n'être pris au sérieux par personne. Ici l'héroïne a beau essayer d'expliquer la situation, tout le monde met ça sur le compte de son âge et se dit qu'elle perd la tête et c'était ça qui était réellement stressant. Mais donc j'ai été effectivement déçue, très déçue par la fin et ça a pas mal tempéré mon enthousiasme. C'était pas un chef-d'œuvre jusque-là, mais quand même j'aimais bien et donc dommage. Enfin, dernier film sur ma liste, Yes or No, une romance adolescente entre deux colocataires, une qui a une allure de garçon manqué et l'autre qui a une dent contre les filles aux allures de garçon manqué parce qu'elle a été élevée par une mère qui pense que les hommes doivent être masculins et les femmes féminines et chacun bien à sa place et bien hétéro aussi, ce genre de conneries. J'avais vu passer une fanvid en fait sur ce film sur YouTube et les deux héroïnes avaient l'air tout adorables et puis j'aime bien Aom que j'avais trouvé toute douce dans Kiss Me et Full House, donc j'ai décidé de le regarder. Au début, je vais pas vous mentir, le film m'a inquiété. Son point de départ est qu'une des deux héroïnes a des préjugés toxiques et j'ai eu un flashback de Turn Type où un homme gay est forcé à vivre avec un type violemment homophobe et où tout le monde sombre dans la toxicité mais termine dans la romance et je vous avoue que l'idée de voir une de nos deux héroïnes être insultée jusqu'à ce que l'autre décide qu'en fait sa colocataire est pas si mal que ça et lui plaît, ouais. Et Kim n'oppose aucune réelle résistance aux préjugés de Pai qui a l'air tellement dégoûtée qu'elle en crée une ligne au milieu de la chambre que Kim n'a pas le droit de dépasser. Heureusement, cela dit, ça va quand même jamais aussi loin que Turn Type, mais à la place de Kim, clairement, j'aurais jamais voulu être amie avec une meuf pareille et j'aurais demandé à changer de chambre. Si on dépasse ça, cela dit, et mon affection pour Aom a pas mal aidé, c'est vrai que les deux personnages et leur rapport deviennent assez adorables et j'ai poussé pas mal de oh devant mon écran. Dans ma tête, au bout d'un moment, c'était établi qu'il fallait protéger Kim à tout prix en particulier. Alors honnêtement, je trouve le film pas excellent, dans le sens où les acteurs vont globalement de passable à très médiocre, la musique fait parfois musique libre de droit piochée dans la bibliothèque YouTube, et l'intrigue est pas follement complexe et passionnante, mais j'ai trouvé les actrices toutes mignonnes et j'étais juste contente de regarder les deux personnages être poupettes ensemble et tomber amoureuse. Une fois passée la phase moins reluisante de Pai, ce film m'a fait un effet barbe à papa. C'est pas très consistant, mais c'est sucré, et je regarderai probablement la suite un de ces jours, même si je suis pas spécialement pressée, vu que le premier film ne se termine pas exactement sur un cliffhanger. Passons aux séries à présent. Je l'ai dit dans l'intro, ça a été un mois mou pour moi. Il y a plusieurs dramas que j'ai commencé et juste arrêté. Pas parce que j'ai activement décidé non c'est bon là j'abandonne, ça m'a saoulé, mais juste parce que mon intérêt s'effilochait sans raison précise, alors que j'aimais bien les séries. Ça a été le cas notamment pour Go-Go Squid 2, Rewriting Destiny et My Sassy Psychic. J'avais rien contre ces dramas, je les trouvais même engageants dans la catégorie divertissement plutôt léger, mais je sais pas, à un moment donné j'ai juste zappé de les continuer et je me suis lancée dans autre chose. Mais j'ai l'intention de les reprendre un jour, contrairement à Use for My Talent et My Romance from Far Away que pour le coup je ne pense pas terminer. Encore une fois, j'ai pas vraiment eu de déclic stop et c'est pour ça que je passe rapidement dessus parce que comme je disais dans le journal précédent, dans ces vidéos, je reviens sur ce que j'ai activement décidé d'arrêter. Mais pour vous la faire courte, donc Use for My Talent est le remake de Clean with Passion for Now et j'ai absolument rien contre l'idée d'un remake et c'est pour ça que j'ai voulu y jeter un œil par curiosité et pour comparer. Mais à vrai dire, Clean with Passion for Now n'est pas assez frais dans ma tête pour faire la comparaison, et Use for My Talent est mignon mais pas spécialement renversant, et j'ai juste manqué de motivation pour le continuer. Et autant dans Go-Go Squid 2, j'accroche beaucoup à quasiment tous les personnages principaux, dans Rewriting Destiny, je suis toujours intriguée par les concepts de personnages qui ont conscience d'être des personnages, et dans My Sassy Psychic, je suis sous le charme du sourire de l'acteur principal et j'aime le surnaturel, autant il manque à Use for My Talent un facteur X qui me ferait me dire un jour j'y reviendrai. Quant à My Romance from Far Away, le drama m'a perdu quand il a changé de décor. À la base, j'ai dû faire un petit effort pour celui-là parce que donc dans ce drama-là, un couple meurt dans un accident de voiture,
laissant derrière eux leur très jeune enfant qu'ils ont élevé dans un petit village au milieu des montagnes. À partir de là, va y avoir une bataille entre d'un côté la famille maternelle du gamin qui a toujours pris soin de lui et veut continuer à l'élever, et de l'autre sa famille paternelle qui veut le récupérer alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré parce qu'ils avaient foutu son père à la porte lorsqu'il avait eu l'audace d'épouser une campagnarde bien en dessous de son statut social. C'est la sœur du père du gamin qui est envoyée pour aller chercher l'enfant, en notant quand même que elle a toujours aimé son frère, elle est restée en contact avec et elle a jamais approuvé la décision de son père de le chasser. Mais au début, je vous avoue que j'ai un peu galéré avec elle parce qu'elle veut quand même arracher un enfant à la famille qu'il a toujours connue. Et il y a même un moment où elle essaie de l'enlever pendant la nuit et après ça, elle a l'air toute choquée qu'on lui en veuille quand elle se fait choper. Mais à la fois, on lui pardonne beaucoup trop vite. À vrai dire, on lui en veut bien plus d'avoir fait semblant de vouloir acheter du café au village. Le kidnapping, apparemment, c'est moins important. Donc il a fallu que j'accepte que le drama et moi avions des visions différentes de ce qui est plus ou moins grave. Ce que j'ai fait parce que essentiellement j'aimais bien le décor. C'était même pas les personnages auxquels j'accrochais, c'était vraiment plus le décor, la montagne, tout ça. Et puis oui, j'étais quand même divertie par la façon dont l'héroïne et le héros, qui est donc l'oncle maternel du gamin, commençaient à s'apprivoiser et mieux s'apprécier. Mais au bout d'un moment, l'héroïne a fini par obtenir que le gosse vienne au moins rendre visite à son grand-père et l'intrigue se déplace à la grande ville, dans la maison de l'héroïne avec sa belle-mère absolument imbuvable, et le drama m'a juste perdu et je ne compte pas y revenir. Voilà pour les séries abandonnées, ce qui nous laisse donc les terminer. Dans cette partie-là, je vais en laisser d'autres côtés une fois de plus, Autumn Concerto, auquel j'ai déjà consacré une vidéo qui est déjà sortie si j'ai pas foutu mon programme en l'air. Et puis je laisse également de côté Erase de Bokudake ga Inai Machi, parce que celui-là, encore une fois, si je ne fous pas mon programme en l'air, j'ai prévu d'en parler vendredi prochain. Ce qui nous laisse juste 3 dramas, à savoir dans l'ordre alphabétique, Kimi ni Kotodake Miteitai, Old Fashioned Cupcake et Triage. Kimi ni Kotodake Miteitai est mon favori des 3. J'avais hésité à en parler le mois dernier parce que je l'ai commencé le 30 juin dans la soirée et terminé le 1er juillet vers 1h du matin, mais j'ai décidé d'être stricte et de le garder pour aujourd'hui. L'histoire est celle de 2 meilleurs amis et l'un d'eux avoue à l'autre qu'il est amoureux de lui, et voilà. C'est un petit drama, il ne fait que 4 épisodes et il n'a pas une intrigue complexe, mais c'est typiquement le genre de drama que j'aime, simple, sans drame, doux, avec des personnages attachants, et celui-là en plus se passe en bord de mer avec une ambiance légèrement nostalgique, les personnages profitant de leur jeunesse, tout en sachant qu'elle ne durera pas toujours et que ces moments vont passer. Lors d'une de mes scènes favorites du drama, les personnages échangent des histoires qui font peur autour d'un feu de camp, et un des 2 personnages principaux raconte que ce qui lui fait le plus peur à lui, c'est de savoir qu'un jour il ne se souviendra plus bien de cet instant, qu'il ne saura plus ce qu'il a ressenti, qu'il ne se souviendra plus du goût qu'avait le repas. Et c'est pas présenté de façon dramatique, mais ça fait pile le petit pincement au cœur qu'il faut, et ça rend chaque instant un petit peu plus précieux, parce que puisque rien ne dure, il faut profiter des choses pendant qu'elles se passent. C'était un drama tranche de vie que j'ai trouvé vraiment joli et qui m'a touchée par sa simplicité et sa douceur, et bref, j'ai adoré. J'ai aussi aimé Old Fashioned Cupcakes, du reste, moins un coup de cœur parce que tout ne peut pas être un coup de cœur, mais j'ai aimé l'histoire de ces 2 hommes qui décident de se voir régulièrement pour faire ce qu'ils appellent des trucs de jeunes filles pour que l'un d'entre eux se sente moins vieux. C'était encore un drama japonais très court, celui-là fait 5 épisodes, et encore une fois, on est dans une ambiance douce sans beaucoup de drame. Il y a bien un moment court où les gens sont tristes, mais ça ne dure vraiment pas, et dans l'ensemble c'est feel good et il s'agit essentiellement de regarder 2 employés de bureau manger ensemble et tomber amoureux tout en explorant les sentiments de regret du plus âgé des 2 qui progressivement se sort de son sentiment qu'il est trop vieux pour faire ce qu'il a envie de faire. Dans un sens, ce drama et Kimi ni Kotodake Mitai se complètent. Le premier a des protagonistes jeunes qui profitent d'une jeunesse qui ne durera pas toujours, et l'autre a un protagoniste en particulier qui a la quarantaine et a le sentiment que sa jeunesse est passée, mais qui la retrouve en essayant de nouvelles choses et en tombant amoureux. Ma préférence va à Kimi ni Kotodake Itai et son bord de mer, mais ce sont 2 jolies séries. Triage m'a laissé un peu plus mitigé. Le concept est plus complexe, on a un médecin urgentiste qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle dont il ne pourra sortir que s'il sauve la vie d'un jeune homme qui vient mourir dans son hôpital après un accident de voiture. J'aimais bien l'idée, et le drama a mis 1 ou 2 épisodes à bien démarrer pour moi, mais après ça j'étais à fond. J'aime bien les dramas à concept fantastique, et il y a quelque chose de dramatique à voir ce jeune homme essayer d'en sauver un autre, mais échouer encore et encore, et à la fois apprendre à le connaître un peu mieux à chaque fois, parce qu'il enquête dessus et essaie de s'en rapprocher pour le prévenir, si bien que petit à petit il ne perd plus un inconnu, mais quelqu'un pour qui il a des sentiments.
J'aimais les deux acteurs et j'étais embarquée dans le suspense et dans la romance, donc tout allait bien en gros, mais c'est dans les derniers épisodes que quelque chose a changé. Je peux pas expliciter parce que c'est quand même un drama où il y a du suspense et des retournements, alors je veux pas vous spoiler, mais mettons que dans les derniers épisodes, il y a un basculement qui me plaisait dans son idée globale, mais les détails étaient frustrants et ne fonctionnaient pas bien à mes yeux. Et j'ai aussi été déçue par la fin, j'ai trouvé l'exécution très précipitée et j'ai été déçue par cette conclusion que j'ai trouvée bâclée. Dans l'ensemble, cela dit, ça ne change pas que j'ai bien aimé cette série, que j'étais super prise dedans, et que j'étais contente d'avoir fait confiance à l'enthousiasme de mon ami Child of Ghibli sur Twitter, qui avait l'air d'adorer la série et tweetait souvent dessus. De façon générale, du reste, c'est quelqu'un de cool et elle a un blog sur lequel elle écrit des choses intéressantes, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et voilà les gens, c'était mon mois de juillet, il y avait de bonnes choses dedans, du coup je suis contente, et j'espère que vous aussi, vous avez vu des trucs cool, et n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez préféré dans vos visionnages d'été. Et sur ce, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, du coup je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve le mois prochain pour plus de visionnages.